pour la première fois, vous savez ce que c'est la première préoccupation des Français? Ce n'est pas le pouvoir d'achat, ce n'est pas la sécurité, c'est la déliquescence de la vie politique. Et ça, c'est très nouveau et ça en dit long sur l'état d'esprit de nos compatriotes. Explication Vincent Fernandez. Un président qui n'écoute pas son peuple, dictature, le système est à bout de souffle. Voici les expressions les plus régulières lorsque les Français sont interrogés sur la vie politique française. L'instabilité actuelle provoque un certain ras-le-bol chez les électeurs. De toute façon, la politique ne sert à rien. Les politiques ont de moins en moins la cote et de moins de crédit dans la population. Selon un dernier sondage pour le Cevipof, la vie politique représente la première préoccupation pour 30% des Français. Suivent l'inflation et le pouvoir d'achat, la justice et la criminalité, le budget et l'immigration pour 20% des sondés. Ce classement traduit une importante rupture de confiance envers les institutions. Quand on ne s'y intéresse pas et on n'y passe pas toute notre journée, c'est compliqué de suivre. Effectivement, j'ai pas l'impression qu'on avance beaucoup en ce moment. Je suis pas hyper défaitiste, je pense qu'on va réussir à y arriver, à avancer un jour. Dans ce cas, cette étude sera complètement différente, comme tous les 5 ans. Par exemple, en 2015, c'est le marché de l'emploi qui inquiétait 65% des personnes interrogées, contre 7% aujourd'hui. En 2020, crise sanitaire oblige, c'est bien la santé qui arrivait en tête pour 61% des Français. Enfin, cette étude prouve le lien important entre les affinités politiques et les préoccupations. L'immigration est par exemple citée par 60% des personnes se situant très à droite, contre 5% pour les sympathisants de la gauche extrême. Voilà, la situation est grave, Gauthier Lebret, parce qu'on ne peut pas dire que l'inflation, le pouvoir d'achat, la justice, la criminalité, l'immigration ne sont pas des sujets. Absolument. Mais là, ils se disent, mais en fait, on va dans le mur. Notre classe politique nous emmène droit dans le mur en klaxonnant. La faute à qui ? La faute à qui a fait une dissolution de manière totalement inconséquente, provoquant le blocage de nos institutions et un enchaînement de premiers ministres qui tombent les uns après les autres devant le Parlement. Nous vivons dans un pays où des chaînes de télé qui rencontrent un fort public, peuvent être fermées du jour au lendemain. Je pense évidemment à C8. Nous vivons dans un pays où la favorite de l'élection présidentielle va peut-être être empêchée définitivement à la rentrée 2026 de se présenter au suffrage des Français. Je pense bien sûr à Marine Le Pen. Nous vivons dans un pays où le chef de l'État évoque des labels confiés à une officine d'extrême gauche pour mettre au pas les médias qui ne conviendraient pas à la présidence de la République et à l'Élysée. Je peux continuer comme ça longtemps. On a dit que François Fillon avait été lui aussi foudroyé et que la présidentielle de 2017 avait été faussée. Il y a plein d'exemples. Et puis il y a ce Parlement qui est devenu évidemment une scène où on s'empoigne verbalement et parfois même il y a eu des incidents physiques, avec un groupe de la France Insoumise dans son langage ultra-violent, avec des profils sulfureux. Raphaël Arnaud a été condamné définitivement pour violence en réunion. Donc tout cela, évidemment, fait partie d'un tout qui doit inquiéter les Français. Et que le pouvoir d'achat soit rétrogradé comme ça à la deuxième place, que l'insécurité passe après l'immigration également, ça montre bien évidemment que ce spectacle que donne la classe politique, que ce blocage auquel on assiste depuis la dissolution voulue par Emmanuel Macron, eh bien tout ça, évidemment, est très inquiétant parce que rien ne bouge, rien ne change, aucune réforme n'est possible. Vous venez de nous faire un résumé impressionnant du tableau politique que nous avons, Catherine Ney. Est-ce que ça n'a jamais été aussi déliquescent ? Le président a voulu donner la parole aux Français le soir des élections européennes, où il venait quand même de dire très clairement, s'il vous plaît. À la demande de Jordan Bardella, qui venait de gagner, qui lui demandait d'organiser des élections législatives. Les Français ont voté et le résultat, l'Assemblée, elle est formée de députés qu'ont élus les Français. Donc c'est 3 tiers, à peu près, 3 tiers, dont il y en a toujours 2 pour être contre le 3e. Donc c'est quelque chose, c'est un cas de figure unique, jamais... Ça ne s'est jamais passé. Et donc, on n'arrive à rien. Alors, il y a un an, souvenez-vous, c'était Michel Barnier qui était Premier ministre, qui avait une certaine cote, parce qu'il avait de l'allure, mais vraiment, il préparait un budget, il était très pressé, il venait d'arriver, c'est très difficile. Et il a été renversé, motion de censure. Et donc, faute de budget, il y a eu une loi sociale, une loi spéciale qui a été votée en attendant le budget.
un nouveau budget. Oui, mais François Catherine, là, Bayrou est arrivé. Les Français ne font plus confiance à leur politique. C'est Eh ce bien, qu'ils nous disent. mais Là, ils sont font inquiets. plus confiance, mais ceux qui sont dans l'hémicycle, ce sont ceux qui ont voté pour eux. Ils ont voté pour eux. Donc il faut qu'ils s'en prennent aussi à leur choix. Il faut être Ils aussi veulent de nouvelles responsable élections. de temps en temps. Très Bon, vrai. c'est vrai. Bon. Et là, François Bayrou a eu beaucoup de mal à faire voter un budget au début de cette année. Ah, c'est pas fait. Et puis il s'est vite tiré, fuite à Varennes. Pas question de s'occuper du budget à 2026. Il a dit attention, vraiment la situation est catastrophique, la dette, soyez responsables. Et puis bon, et alors, le cornu arrive, et donc le troisième, et donc c'est un métier très périlleux d'ailleurs, Ouais, ça. aujourd'hui Premier ministre, et qui dit, moi je vais inventer quelque chose, et pour faire plaisir à la gauche, on n'obtient plus de 49-3. Fini, j'en veux plus, tout le monde très content. Et on discute, et les impôts, et ça tombe en rafale. Moi je suis incapable de suivre ce qui se passe au Parlement. Bon, en tous les cas, on arrive aujourd'hui... Et on voit bien que ça ne plaît pas à tout le monde, que le bloc central avec le Premier ministre, Édouard Philippe, avec le Premier ministre qui ne veut pas voter, le Premier ministre qui voit un à un tous les députés Horizon pour essayer de les convaincre, mais si... il ne vote pas. Il déjeune 3 fois par jour, alors. Oui, il les voit sûrement. Mais si les députés Horizon ne votent pas parce qu'ils ne veulent pas voter avec les socialistes, parce que c'est ça, c'est des mesures socialistes qui sont acceptées, comment Laurent Wauquiez va accepter de voter ce budget? Donc c'est très très mal parti. Et donc il n'y a qu'une solution. Il faudrait que le 49.3 revienne. C'est ce que demande François Hollande, alors que les socialistes disaient on n'en veut plus. Et voilà M. Larcher qui dit mais oui, vive le 49.3. Que va-t-il se passer? Je n'en sais rien. Vous nous donnez l'explication. Ils disent tout et n'importe quoi. C'est tout et n'importe quoi. Alors il est possible qu'il n'y ait pas de budget, qu'on ait une nouvelle loi spéciale qui aura comme effet précis, c'est qu'il y aura des augmentations, il y aura des tas de choses qui seront revalorisées à cause de la loi spéciale, voilà. Et puis en janvier, on recommence, il faudra voter un budget, le budget de 2026. C'est n'importe quoi, mais on est arrivé à démontrer que la Ve République ne marche qu'avec une majorité et que le parlementarisme, c'était pour la Quatrième République, mais pas pour cette République. Vous avez raison. Éric Nolot, je vous vois à la fois rire, mais rire jaune. Ouais, rire jaune parce qu'on ne peut pas rire franchement. Mais non, mais notre démocratie est une démocratie représentative. Or, tous les jours, les Français voient le spectacle offert par leurs représentants. Donc ils se disent, voilà, c'est la catastrophe. Mais ça va quand même beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que normalement, la classe politique, c'est elle qui doit porter la démocratie. Et maintenant, elle est perçue, en tout cas, moi, c'est mon opinion, et c'était celle de quelqu'un de beaucoup plus avisé et beaucoup plus célèbre que moi, le général de Gaulle. Les partis sont devenus l'ennemi de la démocratie, c'est-à-dire il bloque tout, il bloque ce que veut le peuple, il bloque maintenant même toutes les institutions. Plus rien ne se passe parce que les intérêts de parti, il les place au-dessus des intérêts de la France. C'est ce que leur a reproché toute sa vie le général de Gaulle. Mais quand il y avait le général de Gaulle, il arrivait à forcer un peu la main des uns et des autres. Là, il n'y a plus personne de son gabarit. Laetitia Guinan, rapidement, et Louis aussi très rapidement. Ça, je pense que c'était le plan de base du nouveau gouvernement Le Cornu, c'était de pousser tout le monde à souhaiter ardemment une clarification, donc une dissolution, et de ne pas endosser. C'est-à-dire que chacun va pouvoir endosser ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, personne, même les analystes politiques, ne comprennent quels seront les tenants et aboutissants de ce budget, s'il va être voté, pas voté. Personne n'y comprend rien. Même quand on suit de près, franchement, personne ne serait fichu de se dire cette taxe-là, elle va être appliquée, elle va être constitutionnelle. Enfin, et en fait, cette espèce d'embrouillamini, cette confusion absolue qui, en fait, explique aussi, parce que les Français s'inquiètent de cette vie politique, parce qu'en fait, ils s'inquiètent de savoir si leur inflation, leur pouvoir d'achat, la justice, la criminalité, le budget national va aller dans le meilleur sens ou pas. En fait, c'est complètement corrélé. Mais là, plus personne n'y comprend rien, plus personne, enfin, tout le monde est au bord de la crise de nerfs. Effectivement, c'est exactement ce que voulait, quelque part, je pense, moi, à mon analyse, c'est ce que voulait Emmanuel Macron par le truchement de Monsieur Le Cornu. Et que chacun, finalement, sorte de la séquence complètement éreintée, complètement épuisée, en applaudissant une dissolution qui pourra probablement intervenir, et que, finalement, chacun porte le chapeau de ça, que tout le monde soit discrédité, et voilà. Pour arriver à quoi, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est très réussi. Ce plan-là est très réussi, parce qu'aujourd'hui, c'est le plan du chaos. On est terrain. C'est le chaos. Louis, je crois que Catherine. pendant des années, on a pensé, ou on a cru, ou on a dit que les Français étaient nombrilistes. Et en réalité, je pense qu'ils sont tout simplement inquiets, au-delà de la vie politique, ils sont inquiets pour leur pays. Ils se disent qu'ils voient le sentiment de déclassement, ils voient l'insécurité, ils voient cet ensemble de choses négatives. Et
qui voient le spectacle qui est offert par la vie politique, ils sont encore plus désespérés parce que la vie politique, en réalité, est là aussi pour donner de l'espoir quand tout est foutu. Et donc, je crois vraiment que derrière cette question-là, ça dépasse très largement la question de la vie politique. C'est simplement des gens qui sont tristes pour leur pays. Ouais, Catherine. Non, mais c'est un grand malheur. Franchement, on se dit, il y a un grand désordre, ces gens sont fous. D'ailleurs, on les déteste tous. Et au point, non mais c'est vrai, on les déteste tous. Et vous, Catherine? Mais moi, oui, et vraiment, je zappe, excusez-moi, je zappe sur les chaînes, et quand il y en a que je ne peux plus entendre. Oui, je suis bien d'accord. Des chaînes, vous voulez dire. Oui, comment? Des chaînes, non, je blague. Oui, non, mais c'est vrai. D'ailleurs, je pense que les Français aussi ne les détestent tous. Donc, et il va y avoir des élections, il va y avoir des élections municipales, il va y avoir. Et je veux dire, s'il n'y a pas de résultat, je veux dire que comme rien ne marche. L'angoisse va s'amplifier parce que à qui faire confiance, à qui donner sa voix, qui va nous sortir de cette folie. Eh bien, là, pour l'instant, les choses sont pas claires. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants, à votre petit Marcel? Je me pose la question tous les jours au-dessus du berceau, chère Laurence. Les Français les détestent tous. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est le plus détesté dans les baromètres d'opinion. Force est de constater qu'il y a quand même Marine Le Pen et Jordan Bardella, si j'en crois ne serait-ce que les baromètres d'opinion, qui ne recueillent pas la même détestation que tous les autres. Donc quand on dit qui va prendre la place du potentiel recours, quand on voit les sondages même de second tour où Jordan Bardella bat l'entièreté des potentiels rivaux qu'il aura face à lui s'il arrive au second tour et si l'un des autres se qualifie, il les bat tous systématiquement. Donc on voit bien que chez les Français, le RN monte et qu'à chaque fois, en fait, c'est la même musique. C'est-à-dire on ne les a pas essayés. On ne les a pas essayés. Donc on a essayé tous les autres. On a essayé les socialistes, on a essayé LR, UMP. Mais ça vaut pour LFI aussi, les votre centristes. analyse? C'est-à-dire que LFI, je vous dis, non, ça vaut pas parce que Jean-Luc Mélenchon déjà se fait massacrer au second tour face à Jordan Bardella, à plus de 70% pour le leader du Rassemblement national. Et Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui la personnalité politique la plus détestée par les Français.